Tour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Alain Bauer, Opération Zelensky, c'est le titre de votre roman aux éditions First, passionnant. Ça raconte vraiment l'histoire du début de cette guerre, romancée certes, mais passionnant. Juste, on se raccroche à l'actualité, Alain, puisque des frappes russes ont tué 3 personnes, fait plus de 60 blessés cette nuit à Kharkiv, alors que la Russie intensifie ses attaques sur l'Ukraine et que les négociations paix semblent dans l'impasse. Il y a un nouvel échange de militaires grièvement blessés qui est prévu jeudi, donc demain, selon la Russie. De son côté, Kiev annonce avoir récupéré 1212 corps de ses soldats tués sur le front. On a l'impression qu'on n'a jamais été aussi loin en fait, de la solution et du cessez-le-feu, Alain Bauer. Je crois qu'on n'a jamais été aussi près. Parce que ce que je raconte un peu, c'est les coulisses, les coulisses véritables, les coulisses confirmées, et puis ceux dont on parlera dans 10 ans, en disant des documents enfin déclassifiés nous confirment que tout ce qu'on nous a toujours dit n'était pas véritablement ça. Non, la réalité, c'est qu'il y a des négociations tout le temps. Avec les Américains, avec les Russes, avec les Turcs, qui sont l'élément moteur de la négociation, un peu comme les Qataris ailleurs, mais les Turcs sont à la fois plus centraux et moins engagés, on dirait. Et on va pas, voilà. Et donc tous ces éléments-là montrent que, d'abord, les négociations permettent d'avancer sur des sujets humanitaires essentiels, rapatriement des corps, rapatriement des prisonniers, rapatriement des blessés, et que ça avance de ce point de vue-là plutôt bien. Deuxièmement, qu'il y a un équilibre qui est Vladimir Poutine ne veut s'engager dans un processus de cessez-le-feu qui ne sera jamais la paix, jamais, car je l'ai dit depuis toujours, cette guerre c'est la Corée, et la guerre de Corée c'est donc une guerre sans paix, mais avec un cessez-le-feu. Une partition du pays, voilà. Bon, la partition elle est acquise, sur la Crimée je crois qu'il n'y a plus personne, n'a aucun doute. Sur le Donbass, en fait, le problème de Poutine c'est qu'il veut finir de récupérer les 2 morceaux des oblasts qu'il veut, Donetsk et Louhansk, et qu'il ne peut pas terminer cette guerre s'il n'a pas obtenu ce qui était l'objectif initial, avec cette grande scène invraisemblable de voilà quels sont les objectifs de guerre, car lui a des objectifs de guerre, on peut dire qu'ils sont incompréhensibles, ça. Il y a un problème Zaporijia qui est la centrale nucléaire et la défense du corridor qui permet de connecter la Crimée aux 2 oblasts et donc à la Russie. Une fois qu'il a consolidé ça, Poutine pourra dire bon, j'ai ça. Et il se trouve que, malencontreusement pour lui, les Ukrainiens, c'est comme les Russes. Ils ont la même volonté défensive, la capacité, comme disait un des proches de Poutine, de souffrir comme personne, je cite, c'est dans le texte. Et donc, ils sont épatés de cette guerre de 3 jours qui dure depuis 3 ans. La guerre de Corée a duré presque 4 ans. On est dans un process qui est celui de la stabilisation. On est dans l'année 17, comme disent ceux qui aiment bien la guerre de 14-18. Et je crois qu'on se rapproche tous les jours un peu plus du cessez-le-feu. Et vous avez raison. Il n'y aura pas de paix, ça on n'en est jamais été aussi éloigné. Et donc ces guerres complètes, malgré l'extraordinaire camouflet qu'a été la destruction d'un tiers des équipements stratégiques nucléaires russes, ne s'est traduit par rien d'autre qu'une augmentation du nombre de drones iraniens qui ont été envoyés n'importe où, juste pour montrer que ça... Mais en même temps, la libération des prisonniers se fait, la libération des corps se fait. Il y a une sorte de double ou de triple niveau de dialogue entre les Russes et les autres, parce que pour eux, la violence n'est pas le dernier refuge de l'incompétence comme chez nous, mais un niveau normal de la négociation. Chez eux, on escalade pour désescalader. Nous, on essaye de jamais escalader parce que ça nous fait peur, ce qui explique notre frilosité, notre incapacité à nous adapter au discours stratégique russe, qui pourtant est écrit depuis l'Empire. Bien sûr. Et Geoffroy Lejeune, ça donne des opérations ukrainiennes insensées, folles, avec des drones qui partent dans le centre de la Russie. C'est c'est incroyable, c'est un exploit qu'ont réussi les Ukrainiens. Si je me souviens des commentaires au tout début de ce conflit où on pensait, beaucoup de gens très sérieux pensaient que la guerre durerait une semaine et que la Russie gagnerait. C'est vrai que ça dure 3 ans. Si vous le permettez, Laurence, j'aimerais poser une question à Alain Bauer. Si on est plus proche que jamais du cessez-le-feu, quel est selon vous le prochain élément important qui va se produire, qui pourra nous rapprocher de la fin de ce conflit ? Une des offensives qui peut permettre à Vladimir Poutine de faire la grande scène de « j'ai gagné ». Il lui faut la scène de « j'ai gagné ». Et pour cela, à la différence de la propagande générale, il lui faut un élément. Je raconte la jeunesse de Poutine, d'ailleurs, dans Opération Zelensky, parce que c'était intéressant de montrer d'où ça vient et comment ça s'est construit. Poutine, c'était l'homme de l'Ouest et de Primakov à Moscou. C'est l'homme qui a démantelé une partie des missiles nucléaires russes avec des agents de la CIA. Il le raconte lui-même. Alors là, je ne suis pas allé chercher des secrets d'État. Et tout d'un coup, après l'opération de l'OTAN contre la Serbie, il y a un moment où la Russie dit « Nous voulions l'Eurasie et nous connecter à l'Occident. En fait, non. Ils veulent nous détruire. Nous allons donc nous défendre et les détruire. » Et il fixe 3 lignes rouges absolues. Kaliningrad, cette enclave essentielle
russes dans l'Union européenne, au milieu des pays baltes, le couloir de Suwalki, et puis les deux autres qui sont l'Ukraine et la Géorgie. Dès que l'Ukraine et la Géorgie ont décidé, pour des raisons qui les regardent, eux, leur peuple, de basculer de l'Est à l'Ouest, Poutine a déclenché ce qui allait être le processus de la guerre. Il est là depuis 2000. De 2000 à 2008, il n'a pas arrêté de dire « ça va être la guerre, ça va être la guerre, ça va être la guerre ». Et on n'y a jamais cru. Jamais. Jamais. On l'a pas Sauf écouté. que les dictateurs disent ce qu'ils vont faire. Toujours. Et qu'on ne les croit pas. Et qu'on ne les croit jamais. On ne les écoute pas. Alors, Ouais. voilà. André Vanini, un petit mot. Oui, je me souviens très bien que dans les mois qui ont précédé l'attaque russe, la Russie ne cessait d'amener des troupes et des matériels de guerre aux frontières de l'Ukraine. J'étais à l'époque à la commission de la défense du Sénat. Et quand on essayait de dire que ça pouvait dire quand même quelque chose et que Poutine s'apprêtait à attaquer, il dit non, jamais de la vie, il ne faut pas croire ça, Poutine n'est pas un guerrier, n'est pas un belliciste. Je me souviens, je m'étais accroché avec l'ambassadeur de Russie à Paris, qui était venu dans la commission du Sénat, et il m'avait envoyé sur les roses, si j'ose dire, en me jurant ses grands dieux que jamais Poutine n'attaquerait l'Ukraine. Et je termine d'un mot en disant que je partage assez l'idée d'Alain Boer, à savoir que ça va se terminer, hélas, pour les Ukrainiens, par une espèce de conflit gelé, avec des frontières provisoires qui vont durer longtemps, une force d'interposition peut-être, et puis des années de négociations qui déboucheront peut-être un jour. Édouard Tétrault, vous voulez rajouter un mot ? Oui, la situation un mot en en Ukraine. fait pour citer les bons auteurs. Alain Gutmann qui écrivait sur la guerre de Crimée. Parce qu'on se dit où ça s'arrête ce truc. Vous savez qu'il y a 4 bases russes à 40 km de la frontière avec la Finlande qui sont en train d'être réarmées, du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale en termes de stock, etc. En fait, le peuple russe est éminemment spiritualiste. Le tsar règne en insufflant au cœur et aux âmes une sorte d'enthousiasme moral, force incomparable dont ne dispose aucun autre souverain. Mais la médaille à son revers, je ne serai pas long, une fois mise en branle, la Sainte Russie ne peut s'arrêter qu'après avoir atteint ses objectifs. La marche arrière est interdite. La marche arrière est interdite. Oui, il y a eu un truc qui s'appelait la Grande Guerre du Voilà, Nord. voilà. C'était la Russie contre la Suède. Ça a été formidable. Les Russes ont perdu. Guerre de l'hiver. Et à la bataille de Poltava, en Ukraine, ils ont gagné parce que la masse a gagné contre la technologie. Ce qui est le message de la guerre de Corée et qui explique pourquoi il y a des armes nucléaires tactiques américaines en Europe. C'est parce que les tenants de la guerre de Corée, où la frontière a basculé 4 fois, Séoul a été envahi, détruite, c'est remonté, 3 millions de morts. 3 millions de morts, la guerre de Corée, tout le monde a oublié, dont des Français. Il s'est passé un événement qui est que les Américains ont dit si ça se passe, en fait, si les Russes nous font la même chose que les Coréens plus les Chinois, et ben en fait, tous nos chars, tous nos avions, tous nos machins où on est supérieur technologiquement, en fait, on n'a pas le nombre. Donc il faut rééquilibrer par des armes d'une autre dimension. Et ceci explique cela. Et ce message-là, guerre de Corée, et je suis d'accord avec vous, guerre de Crimée ou grande guerre du Nord, qui était vraiment la situation de ce conflit incroyable, des milliers, des centaines de milliers de morts, où les Russes allaient à la boucherie les uns derrière les autres, et les Suédois ont été épuisés par leur supériorité technologique et leur incapacité à dire encore une vague, encore une vague, encore une vague, et à la fin ils ont perdu. Un Pas mot de marche arrière.